Rassurez-vous, la Réserve fédérale des États-Unis sera beaucoup plus accommodante que prévu en 2025. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Je vous souhaite, avec un peu d'avance, un joyeux réveillon du 31. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que le Père Noël vous a gâté et que vous vous êtes remis de vos émotions de la Réserve fédérale des États-Unis. Chers amis, c'est écrit ici, on va le dire ensemble. Qu'est-il écrit? Rassurez-vous, la Fed sera plus accommodante que prévu en 2025. Et oui, c'est moi qui l'ai écrit. Et oui, chers amis, une baisse de taux en 2025. Pas avant le printemps 2025. Pas avant le mois de mai 2025. Voilà quelles sont actuellement les anticipations de la haute finance. Eh bien, je vous le dis, elles sont dans l'erreur. C'est du grand n'importe quoi. Il y aura beaucoup plus de baisses de taux en 2025 de la part de la Réserve fédérale des États-Unis et cela ira très vite. Ne croyez pas les oiseaux de mauvais augure qui sont tombés dans le piège au quiche de la Fed. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je vais rentrer dans les détails. La Fed a pris une posture, elle s'est donné de la marge, pour voir venir Trump, ok, le rebond de l'inflation, petite surchauffe de fin 2024, elle ne pouvait pas faire autrement, mais c'est justement parce qu'elle s'est montrée archi pessimiste que la moindre bonne nouvelle, d'ailleurs, la dernière mise à jour de l'indice d'inflation PCE, largement inférieure aux attentes en rythme mensuel. Alors que l'effet de base reste défavorable. Alors vous allez voir que dès le premier trimestre 2025, l'inflation reprendra la direction du sud. L'inflation 2025, les amis, s'est mise à jour en février. N'oubliez pas, il y a toujours un décalage. Ce sont tous les détails que je vais vous réexpliquer. Donc, ne tombez pas dans le piège de ceux qui vous disent que la Fed sera hyper restrictive tout au long de l'année 2025. C'est faux et archi faux, c'est ma conviction forte. Nous sommes en début d'année, je vous dévoile. Mais d'ailleurs, vous avez eu sur la chaîne les 3 vidéos que nous avons enregistrées avec Thomas Veillet, nos prévisions pour le marché d'échange, le marché des matières premières, le marché actions et le marché des crypto-monnaies pour l'ensemble de l'année 2025. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Nous avons pris plaisir avec Thomas à enregistrer ça dans les bureaux de Swissquote. Mi-décembre, dans cette bonne petite ville de Gland. Donc, oui, qui n'est pas très loin de Genève, en train. Donc, oui, les amis, moi je suis optimiste. D'ailleurs, je l'étais déjà l'année dernière et l'année d'avant, et le S&P 500 n'a fait qu'enregistrer des records. D'ailleurs, je me souviens parfaitement aussi que fin 2023, beaucoup disaient « la Fed ne pivotera pas ». Boum, elle a pivoté. 100 points de base de baisse de taux en 2024. Alors, ceux qui pensent là qu'il n'y aura pas, voire une seule grand maximum baisse de taux de la part de la Réserve fédérale l'année prochaine, se fourrent le doigt dans l'œil. C'est mon opinion, je vais bien sûr l'argumenter. Naturellement, vous connaissez, je resterai toujours dans la nuance, mais justement, moi qui suis un homme de nuance, ce que la Fed nous a dévoilé mi-décembre, la réaction du marché, elle n'est pas dans la nuance. Et c'est justement ça que je veux réapporter. Car il ne faut pas non plus tomber dans le piège opposé. Oubliez tout de suite le cadre monétaire en amont du Covid. On ne retrouvera jamais, en tout cas pas cette décennie, les conditions monétaires, sauf choc exceptionnel, que nous avons connues entre 2008 et 2021. Première partie, je vais revenir rapidement sur quelles sont actuellement les anticipations de politique monétaire. Et effectivement, que ce soit d'un point de vue de ce que nous a communiqué la Fed en 2025 ou ce que pense le marché en termes de projection, c'est vraiment pessimiste. Une baisse de taux, et pas avant le mois de mai. Pourquoi pas avant mai 2026. Deuxième partie, mon argumentaire. Oui, les baisses de taux de la part de la Fed, la toute puissante Fed, seront plus nombreuses que prévu, en tout cas supérieures à 1 en 2025.
Pourquoi? Parce que, voilà, c'est mon argument, je plaisante. Parce que c'est la Fed qui l'a dit. On dit, mais non, la Fed n'a pas dit ça, elle a dit le contraire. Non, justement. Il faut lire en filigrane. Et qu'est-ce que la Fed nous a dit en filigrane? Je vais vous l'expliquer. Troisième partie, la baisse de l'inflation va reprendre. En 2025, au premier trimestre, attention, je ne dis pas que les chiffres de janvier seront bons, parce que les chiffres de janvier concernent décembre 2024. Par contre, je pense que les chiffres de février 2025 seront bons. Quatrième partie, comme d'habitude, mise à jour de l'analyse technique de cet indice S&P 500 que j'avais l'habitude de décrire comme l'indice de référence de la finance mondiale, mais que je décrirai maintenant désormais plutôt comme l'indice de référence de la finance occidentale. C'est parti. Chers amis, rassurez-vous, la Fed sera plus accommodante que prévu en 2025. L'ami Powell. L'ami Powell qui a fait peur à tout le monde. Bon. Alors, le programme, je viens de vous le décrire, il est sous vos yeux. Tiens, nous allons lire. Un peu de lecture, ça fait du bien. Rassurez-vous, la Réserve fédérale des États-Unis, Fed donc, sera plus accommodante que prévu en 2025. Le marché est toujours en train de digérer la mise à jour des perspectives macroéconomiques de la Fed et estime qu'il n'y aura qu'une seule baisse de taux en 2025 et pas avant le mois de mai. Vincent Gann, moi-même donc, vous explique pourquoi ces attentes du marché sont nettement trop pessimistes et pourquoi la Fed pourrait effectuer plus de baisses de taux que prévu en 2025. 4 parties que je vous ai décrites et nous attaquons donc tout de suite la première partie. Une seule baisse de taux en 2025 et pas avant le mois de mai. La haute finance est encore plus pessimiste que la Fed. Alors là, les amis, ou un autre, il faut savoir raison garder. Effectivement, j'en ai parlé la semaine dernière, je vais quand même m'appuyer à nouveau sur ce tableau. Il faut toujours avoir en tête ce que la Fed nous a communiqué pour cette bonne vieille année 2025. Elle nous a communiqué du pessimisme, une inflation qui ne baisse plus, un taux de chômage qui va rester stable. Bon, par contre, davantage de croissance économique. Il fallait aussi voir le verre à moitié plein. Mais le marché reste quand même focus sur cette lutte majeure entreprise par les banques centrales début 2022 contre l'inflation. Effectivement, la Fed nous a dit que donc en 2025, il n'y aura que grand maximum de baisse de taux. Je vous rappelle que le taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis a donc baissé de 100 points de base depuis le mois de septembre dernier. Donc là, vous avez eu les taux zéro de la crise sanitaire, la politique de relèvement des taux d'intérêt des fonds fédéraux américains pour lutter contre l'inflation, et donc le pivot en 2024. Et vous avez ici les anticipations pour 2025. La Fed nous dit qu'il y aura grand max de baisse de taux. Donc lorsqu'on parle du taux d'intérêt des fonds fédéraux, on parle en général d'un intervalle. Moi, je ne me prends pas la tête, je vous donne le haut de l'intervalle. Donc là, actuellement, le taux de la Fed, c'est 4,5. Il est à 4,5. La Fed nous dit que ça tombe à 4. Encore une fois, hein, ce n'est pas exactement ça. C'est un intervalle, mais je prends le haut de l'intervalle. À 4, pour que ce soit plus simple. La haute finance, elle, encore plus pessimiste que la Fed, la haute finance pense qu'on tombera à 4,25 et pas tout de suite. Si vous regardez les enseignements de cet outil que vous connaissez maintenant par cœur, qui nous vient du CME, la Bourse de Chicago, le CME FedWatch Tool, qui consiste en la probabilité de développement du cycle des taux d'intérêt de la Fed, basé donc sur les paris institutionnels, le prix des contrats futurs à la Bourse de Chicago, donc sur lesquels la finance institutionnelle investit. Et donc, selon ce prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux, il n'y aura pas de baisse de taux avant le 7 mai, et ça sera la seule de l'année. Nous sommes actuellement à 4,50, donc là vous voyez que lorsqu'on parle du taux de la Fed, on parle d'un intervalle. Dans un souci de clarté, je vous donne le haut de l'intervalle. Nous sommes actuellement à 4,5. Le marché pense que le 29 janvier, il n'y a pas de baisse de taux, le 19 mars, pas de baisse de taux, une baisse de taux en mai, et puis rien. Ça, les amis, faites copier-coller de ça, et on en reparle dans un an. C'est du flan. Mais ça, de toute façon, on a l'habitude, puisque ça change toutes les semaines, au gré de la mise à jour des agrégats de conjoncture économique. Toujours les mêmes. L'emploi, la croissance, l'inflation, enfin dans l'ordre d'importance plutôt. L'inflation, l'emploi, la croissance. Sachant que l'emploi-croissance, c'est lié.
Bon, mais ça, c'est complètement exagéré. Ne vous focalisez pas là-dessus. Vous allez voir que ça va changer dès le prochain chiffre de l'emploi et peut-être dans 1 ou 2 mois pour l'inflation. Soyez patient, n'oubliez pas l'effet de base, j'y viens. Donc, le marché est encore plus pessimiste que la Fed. Bon, un moment un autre, voilà. C'est complètement exagéré. Alors, je ne dis pas non plus que suite à ce pivot de 2024 de la Fed, je ne dis pas non plus que le taux de la Fed en 2025 va retomber à 2,5. Ça n'arrivera pas non plus, sauf s'il y a vraiment un choc au niveau de l'emploi. Ça peut, c'est quand même pas. C'est des scénarios, si vous voulez, tomber à 2,5 ou se projeter comme se projette maintenant la haute finance, à savoir très peu de. Ce sont deux scénarios opposés. Mais tout ça va aller très vite et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, effectivement, une seule baisse de taux en 2025 et pas avant le mois de mai, la haute finance est plus pessimiste que la Fed. Eh bien, moi, j'estime que ce pessimisme est largement exagéré et donc je vais vous expliquer pourquoi. Les baisses de taux de la Fed seront bien plus nombreuses en 2025. Et en fait, finalement, la Fed nous l'indique. Alors, nous allons lire ce que j'ai écrit à gauche et puis je vais vous expliquer tout ça. La Fed s'est donc montrée très pessimiste dans ses anticipations d'inflation pour l'année 2025. C'est vraiment sur cela que la Fed s'est montrée très pessimiste. Si vous reprenez le tableau des projections macroéconomiques de la Fed, en termes d'inflation, vous avez donc le PCE nominal et le corps PCE. Elle ne voit pas de baisse de l'inflation nominale. Quant à l'inflation sous-jacente, elle la voit passer de 2,8, sa valeur actuelle, à 2,5. Mais finalement, ne pas atteindre son objectif avant fin 2026-2027. Lorsqu'on met à jour comme ça, lorsqu'on dévoile de telles prévisions aussi pessimistes, en fait, c'est pour se donner de la marge. C'était le sujet de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, où la Fed ne pouvait pas faire autrement, puisqu'imaginez dans le cas contraire, si elle s'était montrée archi-optimiste, sachant que ça va prendre encore quelques mois pour retrouver de la baisse de l'inflation, le marché n'aurait pas compris. Le marché se serait dit, la Fed se trompe. Trop d'optimisme, pourquoi? Finalement, en termes de posture, on est beaucoup plus à l'aise de partir de quelque chose qui est plus négatif. On ne peut être que agréablement surpris. Ça, c'est l'argumentaire que je vous ai proposé la semaine dernière. Mais on va regarder ça en détail. Donc, la Fed, donc probablement pour voir venir, se donner de la marge en intégrant aussi l'incertitude, bien sûr, des effets de la politique budgétaire de l'administration Trump. Là, forcément, je pense que d'ailleurs, c'est probablement ça qui a amené la Fed à se donner de la marge. Mais justement, en étant volontairement pessimiste, la Fed s'est en réalité donné des marges de manœuvre importantes, avec un S. Le scénario d'une seule baisse de taux en 2025 et pas avant le mois de mai me semble beaucoup trop restrictif. Surtout en comparaison des anticipations vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Je veux bien qu'il y ait une divergence des politiques monétaires, mais à un moment ou à un autre, pas dans l'excès. Si vous regardez les anticipations, donc ne regardez pas la courbe en bougie japonaise, c'est l'euro-dollar, c'est pas le sujet. Regardez la courbe en noir, qui consiste en le différentiel de taux anticipé entre le taux directeur de la BCE et le taux d'intérêt des fonds fédéraux à décembre 2025. Le marché envisage que le taux de la BCE soit plus de 2 points de pourcentage inférieur à celui de la Fed. Plus de 2 points de... Cette différence est archi excessive. Ça signifie qu'une telle différence, on a une croissance qui accélère aux États-Unis, quasiment une récession au sein de la zone euro, une décorrélation totale. Ça, pour moi, ça n'aura pas lieu. Il est probable que le taux de la BCE soit en 2025 inférieur à celui de la Fed, mais pas de 2 points de pourcentage. Nous sommes en fait dans des excès. Ça, c'est la première chose. Nous partons là d'une situation d'excès, en grande partie parce que l'inflation s'est montrée résiliente fin 2024 aux États-Unis, mais d'ailleurs, vous allez voir pourquoi, essentiellement par un effet de base qui disparaît dès janvier 2025. Mais ce scénario décrit le scénario le plus noir possible en termes de politique monétaire. Je pense, moi, au contraire, que la Fed sera nettement plus accommodante en 2025, et finalement, c'est un message qui apparaît en filigrane. En réalité, en fixant un seuil d'alerte emploi à 4,3% de la population active et un objectif d'inflation US à 2,5% fin 2025, la Fed s'est donné les moyens de reprendre ses baisses de taux très rapidement. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà tout proches de ces métriques. Prenez l'emploi US. La Fed nous dit dans son tableau que le taux de chômage ne dépassera pas 4,3%. En fait, elle nous dit qu'elle ne tolérera pas
un taux de chômage qui dépasse 4,3. Avant, il disait 4,4. Mais là, les amis, le taux de chômage, il est à 4,20. Et encore, là, c'est arrondi. Il est à 4,23, 4,24. Je ne sais plus exactement. Mais ça, attendez, vous réalisez ça? Il suffit que le prochain ou le suivant rapport NFP-US voit le taux de chômage monter à 4,3 ou un peu au-dessus, et ça y est, on passe en mode alerte, on baisse les taux. Alors que la Fed nous dit à côté et que le marché pense qu'il n'y en a pas avant le mois de mai et qu'une seule. Mais en fait, la Fed, en se montrant comme ça, en ayant fixé les seuils hyper proches du niveau actuel des métriques, elle se donne de la marge de manœuvre. Et toutes ces anticipations en matière de taux peuvent changer d'un seul coup. Elle va pouvoir passer elle se projette sur 1 à 2 baisses de taux, ça va peut-être passer à 3, 4 d'un seul coup, juste à cause d'un chiffre. Ayez conscience de ça. Si elle nous avait mis un seuil d'alerte à 5, oui, ça forcément, on n'était pas rendu pour les baisses de taux. Mais elle l'a mis à 4,3, alors qu'il était à 4,4. Et c'est ça qu'il fallait savoir lire en filigrane. Il n'y a pas que ça. L'inflation. Prenez l'inflation. Vous avez ici l'indice favori d'inflation de la Fed, le PCE. En version médiane, 50% des datas au-dessus, 50% des datas en dessous. Le nominal, le corps. La Fed nous dit 2,5. L'inflation, d'ailleurs, elle y est déjà. En corps et en nominal, vous voyez qu'on est autour. La Fed nous dévoile des prévisions pessimistes parce que, effectivement, fin 2024, vous le constatez, il y a eu un petit rebond. Au final, la tendance est quand même à la désinflation. Moi, je pense qu'elle s'est donné de la marge aussi vis-à-vis de l'incertitude Trump. On verra. Mais au final, regardez, elle nous fixe un seuil à 2,5. D'ailleurs, le nominal est déjà en dessous, il est à 2,4. Le corps est à peine au-dessus. Il suffit que ces métriques d'inflation retombent à 2,5 et un poil en dessous, et boum, les baisses de taux reprennent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si elle nous avait calé une target, si elle avait confirmé son optimisme précédent en mettant du 2, on n'était pas prêt de reprendre les baisses de taux, parce que les métriques étaient largement au-dessus. Donc voilà, c'est ça qu'il fallait savoir lire en filigrane. Elle a donné des prévisions qui lui permettront de reprendre plus rapidement prévu ces baisses de taux. Et moi, je pense que la baisse de l'inflation va reprendre dès la fin du T1 2025. Je vais vous expliquer pourquoi dans la partie d'après. Là, vous avez la représentation du PCE Core, où la Fed nous dit donc qu'il sera fin 2025 à 2,5. Donc c'est ce que vous avez ici dans le tableau, voilà, de mise à jour de ces projections macro. Ça, franchement, c'est abusé. 2%, pas avant 2027. Bon. Et le PCE Core, il y est déjà quasiment. Là, on a une petite surchauffe. Et vous allez voir que ça va reprendre la direction du sud dans le cours 2025. Donc les baisses de taux vont reprendre. Le taux de chômage US est donc déjà proche du seuil d'alerte de la Fed. Et donc maintenant, cette fameuse désinflation va-t-elle reprendre? Bien sûr que je n'ai pas de boule de cristal, j'ai quelques éléments quand même à vous dévoiler. Moi je pense que oui, la baisse de l'inflation US va reprendre au T1 2025, à partir du mois de février, car je vous rappelle que les chiffres de janvier 2025 sont publiés en février 2025. Je vous ai remis à droite la composition, la part relative des différentes composantes de l'inflation CPI et de l'inflation PCE. La Fed regarde les deux, et elle a une préférence pour le PCE lorsqu'il s'agit d'orienter sa politique monétaire. La Fed semble donc avoir remis la désinflation au centre du jeu monétaire, en dévoilant des anticipations pessimistes pour l'année 2025 et une cible d'inflation pas faite avant fin 2026. En réalité, en partant d'anticipations si pessimistes, la probabilité d'avoir de bonnes surprises en termes d'inflation a considérablement augmenté. Déjà, la mise à jour de l'inflation PCE de ce mois de décembre était largement inférieure aux attentes en rythme mensuel. D'autre part, le rebond de l'inflation au 4e trimestre 2025 s'est largement construit sur un effet de base, et cet effet de base disparaît dès le premier trimestre 2025. Plusieurs facteurs permettent d'être optimistes pour la tendance de l'inflation en 2025, c'est-à-dire les mises à jour à partir de février 2025. J'insiste, les chiffres de janvier, s'ils ne sont pas bons, ne venez pas dire, Vincent, vous avez dit des bêtises.
Les chiffres de 2025 tombent à partir de février. Alors si effectivement février, mars, avril, ça baisse pas, je me serais planté. D'accord, donc on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je donne quelques détails quand même. Déjà, l'effet de base. Effectivement, oui, l'effet de base redevient favorable. L'effet de base redevient favorable. L'effet de base redevient favorable. Vous avez ici le CPI, j'aurais pu prendre le PCE, c'est pareil. Un taux d'inflation, c'est un taux de variation entre maintenant et il y a un an. L'inflation de 2025 commencera à être publiée en février de 2025. Parce que janvier tombe en février. Pourquoi je dis qu'il y a un effet de base défavorable fin 2024 ? Regardez, septembre, octobre, novembre, décembre 2023 était en baisse. Le CPI a baissé. Donc là, lorsqu'on fait le delta fin 2024, la base de départ plus basse crée une augmentation de l'inflation. Mais regardez, à partir de janvier, février, mars 2024, l'effet de base réaugmente. Donc mécaniquement, ça fera baisser le taux d'inflation. Sauf si l'inflation mensuelle explose à la hausse, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Donc l'effet de base défavorable disparaît dès janvier. Mais ces chiffres de janvier sont mis à jour in February. L'inflation des frais de santé est en recul en rythme annuel et l'inflation automobile est restée stable. Ça, c'est important. Ce sont les enseignements de Trueflation. L'inflation des frais de santé ne monte plus en rythme annuel. Et j'ai voulu ici vous rappeler l'importance des frais de santé en termes d'inflation dans le calcul du PCE, c'est 20%. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'être optimiste. L'inflation automobile, qui est une vraie représentation de l'inflation industrielle, l'inflation automobile s'est mise à plat entre 1,90 et 2, plus ou moins revenu au monde d'avant, et ça ne bouge plus. Ça aussi, ça permet d'être optimiste. Vous la retrouvez dans la catégorie transport de Trueflation, l'inflation des nouveaux véhicules. Et enfin, l'inflation immobilière. Les perspectives de désinflation restent archi favorables. Et je vous rappelle le poids de l'inflation immobilière, que ce soit dans le PCE ou dans le CPI. Et là, vous avez les indicateurs d'inflation temps réel qui sont revenus au monde d'avant. L'inflation immobilière officielle est encore au-dessus, mais elle tend tranquillement. Et d'ailleurs, dans le monde d'avant, l'inflation temps réel était à peu de choses près égale à l'inflation immobilière officielle. Et donc, cette inflation immobilière officielle va revenir s'aligner, mois après mois, sur l'inflation immobilière temps réel, qui est représentée ici par le Zillow Rent Index, ou encore par le New Tenant Rent Index. Et là, vous avez l'inflation immobilière officielle, c'est la partie rent du CPI et du PCE. Boum, boum, et là, voilà. Donc ça aussi, ça permet d'être optimiste. Donc il y a à la fois l'effet de base qui devient favorable, et il y a certaines composantes pour lesquelles on peut être optimiste. Donc sauf fait exceptionnel, je pense que la baisse de l'inflation va reprendre à partir du mois de février 2025, où nous aurons les chiffres de janvier 2025. Et donc, comme d'habitude, un petit point d'analyse technique sur l'indice S&P 500. Alors, eh bien, comme d'habitude, rien n'a changé. Bon. Donc, le tour d'horizon habituel nous dit quoi ? RAS en données mensuelles. Alors, je fais le perroquet chaque semaine, mais je le ferai jusqu'à ce que la situation technique me donne des alertes. En données mensuelles, je n'ai toujours aucune alerte. Et moi, vous savez que ça fait des mois que je vous dis que ce sera en 2025 que nous aurons cette divergence, mais plutôt fin 2025. Et là, oui, il faudra prendre ses profits. Pour le moment, RAS en données mensuelles sur l'indice S&P 500. En données hebdomadaires, donc, nous sommes toujours dans cette vague 5, donc c'est la dernière. C'est celle que je vois culminer en 2025. Je pense aux alentours des 6500. Alors, est-elle terminée ? On voit qu'elle a un peu plus de mal ces dernières semaines à la faveur d'une petite div ici, en données mensuelles. La divergence n'est pas celle de renversement baissier, ça peut être un signal de ralentissement de la hausse. C'est ce qui se passe. En Ishimoku Weekly, au stade actuel, le marché préserve la Tenkan. La Tenkan qui est donc à 5950 points. Tant qu'on se situe au-dessus de la Tenkan, on ne va pas chercher la Kijun. Là, ce sont les enseignements du système Ishimoku. Donc, avec les données qui sont à ma disposition maintenant et les dernières datas en données hebdomadaires, je n'ai pas de signal de crack. D'accord ?
viendra peut-être, mais j'en ai pas. Je m'adresse là à ceux qui souhaitent le crack. Ça viendra, rassurez-vous. Il y en a qui l'attendent depuis 10 ans. Hein. Bon, ils ont eu le bear market de 2022 quand même. Et en données journalières, je vous refais le même topo donc que la semaine dernière, à savoir que nous avons toujours les enseignements assez pertinents du système Ichimoku, où tant que le S&P 500 en données journalières, il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses, c'est toujours la même. L'hypothèse 1, nous sommes toujours en développement de VAC 5 tant que le prix du marché se maintient au-dessus du système Ichimoku daily. Nous rentrons dans une phase de transition, de correction avant de repartir. S'il est brisé, ce fut le cas ici pour la vague 2. Cassure du nuage, impeccable, on fait la vague 2, on est reparti. Et là, je vous en parlais la semaine dernière, soit on tenait le tumo et on était toujours en construction de la vague 5, soit nous rentrions dans une 4 de 5 en cassure de tumo pour aller chercher le gap et la SMA 200, moyenne mobile à 200 jours, le tumo a tenu. Donc c'est simple, bête et méchant. Au-dessus du nuage du système Ichimoku, on reste en construction d'une vague impulsive de vague 5, on casse le nuage, on ira fermer le gap, retest SMA 200, et ça repartira dans un second temps, jusqu'à aller former, ce que j'attends depuis longtemps, une div mensuelle qui là mettra un terme à ce bull market qui a commencé en 2022. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas d'alerte technique sur le S&P 500, chers amis. Voilà, et bien écoutez, ainsi s'achève ce Top Gun. J'espère qu'il vous a apporté des éléments intéressants. Si jamais c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like. Et encore une fois, je vous souhaite un joyeux réveillon du 31. Salut les amis.